Bonsoir, merci d'être venu pour cette table ronde consacrée à la place des femmes dans la musique classique. On va bien sûr parler des inégalités de genre qui persistent dans la musique et plus particulièrement dans la musique classique. Mais surtout, on va parler de celles et ceux qui sont entrés en résistance. C'est-à-dire que c'est le cas des trois femmes que vous voyez à ma droite et qui, toutes à leur manière, en fait, se battent ou font des choses pour revaloriser l'héritage musical classique féminin, qu'il s'agisse des compositrices ou des musiciennes. Alors, moi, qu'est-ce que je fais là? Moi, je suis journaliste de presse écrite, je m'appelle Marine Revol, et en fait, je suis aussi autrice de podcast, et j'ai écrit un podcast qui s'appelle Le Bémol, et qui est une enquête sur pourquoi il y a si peu de femmes chefs d'orchestre. On est autour de 8%. Voilà, et donc je me suis interrogée sur ce que ça racontait, sur comment on en était arrivé là, quelles étaient les mécaniques qui faisaient qu'il y avait si peu de femmes à ces postes-là, et ce que ça disait de notre rapport au pouvoir quand il est incarné par une femme. Et donc, vous vous en doutez, ça rejoint un peu notre problématique du jour. Parce que la présence des femmes dans les concerts, dans les festivals, que ce soit des concertistes, des compositrices, des chanteuses, c'est ce qui fait bouger les représentations. Et ça, c'est justement en valorisant ce patrimoine-là, écrit par des femmes, que en fait on ramène les marges au centre en fait en faisant ça. À partir du moment où on valorise leur travail. Et bientôt on arrêtera peut-être de préciser que c'est une pièce écrite par une femme et pas par un homme. Et pourquoi c'est important ça? Parce que en fait, en continuant d'écouter, de regarder des choses écrites ou filmées, ça marche aussi pour le cinéma, par des hommes, on entretient ce qu'on appelle le male gaze, donc le regard masculin, et donc on a cette vision du monde-là, alors qui n'est pas uniforme, mais c'est une vision masculine du monde, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi du regard des femmes. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe quand on invisibilise le travail des femmes, parce qu'il y a des effets de ricochet, et comment on fait pour redonner aux femmes la place qu'elles méritent dans cette industrie, comment on résiste en fait, et comment ces femmes ont choisi de le faire. On va faire une petite heure de discussion, et puis on prendra des questions après s'il y en a. Alors, je vais vous présenter. Bonsoir Amélia Feuer. Vous êtes. Alors, on va pas faire semblant de se vous voyez quand on va se tutoyer. Tu es chanteuse lyrique, soprano. Moi, j'ai entendu parler de toi la première fois parce que j'habite à Paris et que tu as chanté sur les bords de Seine il y a quelques années. Et tu es aussi la fondatrice du festival Les Inoubliables à Paris et à Genève. La prochaine édition est en octobre 2025. Et tu milites notamment, et on pourra reparler de ce mot parce qu'on en a beaucoup parlé, nous, à côté du mot de militante. Tu milites pour rendre visible le travail des compositrices. Voilà. Est-ce que la présentation te va? Très bien. Ok. Merci Marine. Laetitia Cotave, tu es musicienne d'orchestre, chambriste et professeure de hautbois au Conservatoire régional de Lyon. Et tu es aussi membre du centre qui s'appelle Présence Compositrice et responsable d'une base de données qui s'appelle Demander à Clara et qui répertorie les œuvres de compositrices de toutes époques et de toutes nationalités. C'est exactement ça. Donc ça, c'est Laetitia. Voilà pour Laetitia. Et alors, Eva Nouk, Gébédian, on prononce comme ça? C'est bien? Oui, c'est très bien. Tu es conseillère culturelle pour les musiques classiques et contemporaines au sein du service culturel de la ville de Genève. Et à ce titre, tu es donc responsable des soutiens financiers attribués à ces domaines. Et vous programmez la saison de concerts, les concerts du dimanche au Victoria Hall. Et tu es également pianiste de formation. Alors, la première question que je vais vous poser à toutes les trois, c'est pourquoi vous êtes entrée en résistance? Alors, est-ce que tu veux commencer, Amélia? Je dirais que je n'ai pas rentré en résistance, mais j'ai rentré dans l'envie de créer de l'espace pour plus de musique
très belle. Voilà. De musique très belle, c'est ça que tu as dit? Très belle. Ok. Très. Nous, on a déjà débattu un tout petit peu avant cette discussion sur ce terme de résistance, et avec plus de questions que de réponses, en fait, il me semble. Contredisez-moi, n'hésitez pas. Du coup, moi, je ne suis pas sûre de m'identifier complètement à ce mot-là. En revanche, je pense que je suis vraiment là pour peut-être témoigner de ce que je peux observer avec ma casquette de conseillère culturelle, en étant beaucoup dans les salles, en effet, et en accompagnant les différentes structures, que ce soit des petites structures émergentes ou des grandes institutions très installées, et comment est-ce qu'on pense la place des femmes aujourd'hui dans le domaine de la musique classique, au regard également du chant contemporain, en fait, qui est assez contrasté. Et oui, effectivement, quand on parlait de résistance, on s'était interrogé sur ce mot, parce que du coup, nous, on est identifiés peut-être comme résistantes. C'est un peu, voilà, c'est un mot fort. Donc voilà, c'était voilà, nous, est-ce que, quand tu posais la question comment est-ce qu'on est rentré là-dedans, est-ce qu'on s'identifie à ça, et dans ce cas-là, face à quoi une résistance, peut-être face à quelque chose, face à des attaques ou face à quelque chose qui ne bouge pas, justement, une inertie peut-être aussi. Donc voilà, on s'était interrogé sur ce mot-là. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a souvent en général quand on s'engage, plus ou moins d'ailleurs, dans un combat féministe, voilà, il y a souvent un déclic, quelque chose qui fait qu'à un moment on se dit en fait, c'est pas possible, et on va faire quelque chose. Est-ce qu'il y a eu vous un moment où vous vous êtes dit, ouais, le moment où ça vous a un peu pété à la figure? Moi, je dirais que c'était le déclic. Encore une fois, c'était pas. Il y a un problème. Le déclic, c'était plutôt que moi, j'ai adoré tellement la musique que j'étais en train de découvrir. On m'avait demandé de chanter dans un concert où il fallait vraiment choisir un répertoire que féminin. Et j'ai pensé que ça serait un concert qui durerait, ça durera 3 minutes, parce que je connaissais, je sais pas combien des années de conservatoire et carrière, j'ai jamais chanté des compositrices, jamais. Et du coup, c'était en découvertant cette belle musique que je me suis dit, waouh, mais c'est génial, mon carrière commence là. Enfin, je peux vraiment, il y a encore tellement de répertoire à chanter dans ma vie. Voilà. Du coup, c'était pas quelque chose de triste, c'était quelque chose qui donnait l'espoir, je dirais. Après, on a rendu compte qu'il fallait changer les choses. Je pense que j'ai un peu la même histoire que toi en tant qu'étudiante. C'est vrai qu'on m'a pas donné d'œuvre à étudier, en hautbois en tout cas. Mais par contre, pour mon récital par exemple de fin d'études, j'ai intégré une œuvre de compositrice, mais sans me poser la question. Je l'avais fait comme ça parce que j'avais trouvé cette œuvre et je m'étais pas posé la question, c'est une femme ou c'est un homme. Et après, c'est en réfléchissant sur mon parcours et me dire, mais peut-être qu'il y en a beaucoup d'autres et que je suis passée à côté de ça dans l'enseignement. Et après, en commençant à travailler pour Présence Compositrice, c'est vrai que j'ai pu trouver une 20aine d'œuvres pour hautbois, une 50aine, et puis après 500, et puis 1000. Et là, je me dis, mais mince, toutes ces œuvres, je suis passée à côté pendant mes études. Voilà, c'était ça, moi, peut-être mon déclic. Alors moi, je peux rapporter une expérience assez différente. Quand j'ai été nommée conseillère culturelle en charge de la musique classique et contemporaine, en 2020, je crois, très rapidement, après mon entrée en fonction, j'ai dû me rendre à une grande assemblée générale autour d'un projet... la Cité de la musique, pour ne pas le nommer, qui rassemblait la majorité des acteurs et actrices, mais en fait acteurs, qui œuvrent dans le champ de la musique classique à Genève. Et en fait, j'étais la seule femme. C'est-à-dire que toutes les directions d'institutions qui étaient là pour vraiment penser ce projet ensemble, c'était que des hommes. À part Béatrice Zavodnik de la Haute École de Musique. Et donc là, je me suis vraiment réalisé à quel point ce domaine était dirigé par des hommes. Mais c'est assez... j'y pense parce que toi, l'opéra, c'est un milieu que tu connais bien. Et c'est vrai que c'est pas le premier endroit où on se dit qu'il y a des inégalités de genre. Il y a beaucoup de chanteuses, plus que de chanteurs, il me semble. Et donc, moi, je me suis demandé, en fait... Alors, il y a effectivement les compositeurs, les compositrices qu'on programme, mais pour moi, c'était un endroit un peu épargné de ça. Oh my God, l'opposé. Alors, dis-nous. Non,
Encore une fois, ça rejoindra ce que dit Eva Nouk, c'est que on peut avoir autant des chanteuses qu'on veut sur le plateau, mais si la direction et le pouvoir derrière est que des hommes, c'est là où on a un problème. Donc, en fait, c'est juste parce que tu es sur scène, ça ne veut pas dire que tu as le pouvoir. L'opposé. Et c'est pour ça que j'étais très contente de créer d'abord en France le Festival des Femmes Pas Oubliées et maintenant à Genève les Inoubliables, parce que on est une équipe égale de hommes et femmes et on fait des décisions ensemble et on n'est pas en train de faire des choix patriarcaux, même dans la manière qu'on fait des arrêts maternité ou comment on traite des artistes quand ils sont enceintes ou comment on traite des plaintes quand il y a un abus sexuel qui arrive en fait souvent. Quand tu dis effectivement tant que la direction elle est masculine, ça change pas la donne. Toi, comment ça t'est arrivé? Enfin, ça t'est déjà arrivé de te dire qu'en fait, tu n'avais pas vraiment de voix, paradoxalement, parce que la direction était masculine. Comment ça se traduit concrètement? Parce qu'on peut imaginer, voilà, une partition, c'est une partition, la musique, c'est la musique. Comment ça s'est traduit? En tant que chanteuse, on est très très nombreux. Du coup, on est remplaçable. Du coup, on n'a pas une voix parce que si on ose à lever nos voix, contrairement à ce qui est demandé à nous, on peut juste... c'est le prochain soprano qui attend dans la coulisse pour prendre notre place. Donc, voilà. Laetitia, donc tu es responsable de Demander à Clara, donc qui est la plateforme qui a pour but de rendre le travail des femmes visible. Est-ce que tu peux vous marrer? Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça aide à revaloriser le patrimoine féminin? Enfin, comment ça marche déjà, parce que c'est pas évident. Enfin, Demander à Clara, mais on demande quoi? Et comment ça aide? Enfin, comment ça marche, ouais. En fait. Est-ce que ça marche d'ailleurs? Le point de départ de Demander à Clara, ça vient d'un festival. Donc, comme le festival d'Amélia, c'est un festival qui s'appelait Présence féminine à l'époque, qui maintenant s'appelle Présence compositrice, qui en est à sa 14e édition, et dont la ligne de conduite, c'était de ne programmer que des compositrices, après interprètes hommes-femmes, peu importe. Et Claire Baudin, la directrice de ce centre, de ce festival, s'était rendu compte que les artistes en fait étaient plutôt partants pour découvrir des nouvelles œuvres. Donc ça ne venait pas forcément que des interprètes, il n'y avait pas forcément de résistance de ce côté-là. Mais après, c'était une fois qu'on a travaillé une nouvelle œuvre, c'était difficile de la reprogrammer. Donc il y avait aussi Pourquoi? Parce que justement les directeurs de programmation ou d'opéra avaient pas forcément envie de programmer une œuvre de compositrice qui n'allait pas forcément remplir les salles. Là je me suis égarée, je disais ça pour ça c'était peut-être une perche lancée pour tout à l'heure. C'est hyper intéressant. Voilà. Mais c'est ça qui est compliqué, parce que du coup il y a une frilosité effectivement d'aller programmer une femme, et on peut se dire peut-être que c'est juste parce que ils savent que ça va moins remplir la salle, quoi. Et donc tu dois connaître ça, Manouk aussi. Il y a quand même une espèce de tension entre on a besoin que les gens viennent, on a besoin que ça marche, et l'envie de valoriser ce patrimoine-là, quoi. Okay. Vas-y. Non, oui, bien sûr. Je racontais aussi tout à l'heure que j'étais hier soir à l'OSR, qui a une collaboration merveilleuse avec le Festival des Créatives. L'OSR, tu peux... L'OSR, pardon, l'Orchestre de la Suisse romande, oui, qui remplit le Victoria Hall dans sa saison classique, et la salle était à moitié pleine hier soir. Je trouve ça très interpellant. C'est un programme dirigé par une femme, de compositrice, avec une merveilleuse soliste saxophoniste. Et en fait, c'est un billet qui, de toute évidence, effectivement, ramène moins de public que... Tchaïkovski. Ça suppose d'éduquer. Enfin, en fait, ça suppose d'éduquer l'oreille, quoi. Et ça se fait pas en. Je sais pas si c'est tellement éduquer l'oreille, parce que finalement, on partirait de cette idée que composer est genré. Enfin, composer. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est toujours plus. Il y a un truc de paresse, c'est-à-dire qu'on va aller plus facilement regarder un film qu'on a déjà vu, qu'on a adoré, comme on va aller plus facilement aller écouter le Requiem de Mozart, parce que oh là là, on connaît, ça fait plaisir, on reconnaît la mélodie. Dans ce sens-là. Ouais. Oui. Ben oui, c'est-à-dire que le patrimoine qu'on connaît, qu'on reconnaît, qu'on apprécie parce qu'on le reconnaît justement, il est composé par des hommes.
c'est clair. Oui, mais après, oui, c'est complètement ça, le c'est le problème. Ouais. Mais après, il faut trouver plusieurs solutions. Et je pense qu'on a parlé de ça avant, qu'il n'y a pas juste une solution pour que les gens commencent à venir écouter un programme mix ou un programme un peu différent. Et en fait, ce qui était, nous, on avait dit avec les Inoubliables, mais je pense que tout le monde est d'accord, et vous faites tout ça aussi, c'est d'attaquer le problème à 360 degrés. Parce que ça commence depuis le tout jeune apprentissage de la musique. Qu'est-ce que c'est les enfants sont en train de travailler quand ils font une analyse de musique? Est-ce qu'ils travaillent à une partition créée par Wagner ou par Cécile Chaminade? Du coup, ça commence là. Et aussi, c'est la volonté des profs d'envie de proposer un répertoire qui est différent. Et après, ça monte plus haut parce que pourquoi ils proposeraient un nouveau répertoire si après ces étudiants n'ont jamais besoin de jouer ça? Et donc, est-ce qu'on demande à les directeurs d'opéra ou les directeurs d'orchestre de changer le répertoire d'audition pour rentrer dans l'orchestre? Il doit jouer des morceaux par Mel Bonis, par exemple. Du coup, et après, il y a aussi une question d'availability. Par exemple, il y a plein des œuvres, et je sais que Présence compositrice, vous travaillez sur ça, il y a plein des œuvres qui sont juste pas accessibles. Et accessibility, ça veut dire aussi qu'on peut aller sur YouTube et les regarder. Parce qu'on est tous un peu... Moi, même en tant que musicien, je suis un peu paresseuse parfois. J'ai pas envie de fouiller dans mes partitions et lire une partition. J'ai envie d'aller sur YouTube, voir une actrice, pas une actrice, une chanteuse qui chante trop bien un air que j'ai jamais fait et dit « Ah oui, j'ai envie de faire ça, ça claque !» Mais pour ça, il y a tellement de travail derrière à faire. Du coup, nous, on est en train de vraiment attaquer toutes ces différentes côtes du problème. C'est vrai que si on prend le problème là à l'envers, quand tu trouves une vidéo sur YouTube, ça veut dire que la personne a trouvé la partition, ça veut dire qu'elle a eu l'idée aussi de chercher cette partition. Et pour en revenir à ta question au tout début, le début de Demander à Clara, c'était ça aussi, c'est que les interprètes n'avaient pas forcément ni l'idée du nom, ni l'idée de l'œuvre, et effectivement, où est-ce qu'on trouve les partitions? Ça, oui, complètement. Et là, c'est cool, par exemple, on découvre encore plein des œuvres. On était en train de parler avec le directeur de la bibliothèque de Haute École de musique, M. Jacques Cherncotton, qui est à fond sur une compositrice en ce moment, qui est vraiment l'âme matrimoine de la ville de Genève, et toutes ses œuvres sont en calque ou en encre. Rien n'a été publié, laisse tomber, enregistré, mis sur YouTube, joué au Victoria Hall. Donc, du coup, ça, c'est une des parties clés de nos initiatives aussi. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a pour beaucoup de compositrices, des œuvres qui sont restées à l'état de calque, comme tu dis, donc c'est-à-dire que si, je sais pas, il y a un incendie, l'œuvre disparaît à tout jamais. Oh my God. Elle n'est pas numérisée, elle est ni ensuite gravée aussi, peut-être la gravure du coup rentrée par ordinateur pour que des interprètes puissent le lire plus facilement. Il ne faut pas mettre en feu la bibliothèque de la Haute École de musique ce soir, s'il vous plaît, tout le monde. Thank you. Moi, pardon, je rebondis juste. Je vous écoute et je réalise à quel point, en fait, ça nécessite un effort. Il y a une telle proactivité. Il faut jamais lâcher cette chose. Et je suis conseillère culturelle pour la musique classique, mais j'ai aussi une casquette de programmatrice pour les concerts du dimanche, comme tu mentionnais en introduction. Et mon fil conducteur de cette saison, c'est la présence des femmes dans la musique classique, que ça soit par un biais historique ou au plateau ou dans les compositions. Voilà. Si je lâche l'attention, mais je sais pas, une semaine, je reglisse vers une tendance à inviter ou à penser composition homme, soliste homme, chef homme, et c'est pas parce que je manque de motivation, mais c'est vraiment ce truc de rester en alerte. Je sais pas comment le dire autrement. De toujours penser contre soi-même, parce que nous aussi, enfin, et n'importe qui est un peu engagé sur la question, on a les mêmes biais que tout le monde. Toutes les sollicitations qu'on reçoit de propositions de concerts merveilleux sont tout le temps valorisent toujours des figures masculines. Encore beaucoup. Donc il faut vraiment un peu nager à contre-courant, et c'est un peu fatigant. Et tu disais, alors moi je suis française, je connais moins la Suisse, mais tu disais que ici, en tout cas, c'était
particulièrement dur à faire bouger? Est-ce que c'est pareil en France, la musique classique de toute façon c'est un peu le précaré d'une certaine bourgeoisie, avec c'est des codes où le poids des traditions peut créer une forme d'inertie. Est-ce que toi tu t'es confronté à ces résistances-là un peu tradies? Oui, alors c'est clair que la musique de patrimoine, elle est ancrée dans une forme de tradition qui est, je pense, appréciée de son public encore aujourd'hui. Et semble-t-il, des musiciens et des musiciennes aussi. C'est aussi ceux qui sont actifs et actives au plateau qui peuvent faire bouger les choses de l'intérieur. Et le service culturel, donc la ville de Genève et le canton ont mandaté une étude à l'association Chap Chap, dont on pourra parler prochainement, elle est à bout touchant. Et on réalise à quel point, en fait, c'est de l'intérieur que les changements doivent aussi opérer et que c'est pas si simple, en fait. Donc là, on est vraiment dans une première phase d'obtenir un peu des chiffres et des statistiques parce qu'on n'en a pas du tout. Voilà, je peux rien encore donner ce soir, mais par exemple, de directrice ou de direction artistique en Suisse, de chef d'orchestre à la tête d'un orchestre, il y en a 0. À l'échelle du pays, c'est juste spectaculaire aujourd'hui. Oui, c'est drôle parce que chaque fois que j'ai dit il n'y a pas beaucoup de directrices des maisons d'opéra ou en tête d'orchestre, les gens disent mais non, si, il y a elle et elle et elle. Et je dis dès que tu peux me citer, il n'y a pas assez. Hein. Mais c'est vrai, et c'est ça la résistance peut-être qu'on a aussi de dire non, on fait les bonnes choses. Non, tu as tort parce qu'il ne veut pas forcément peut-être. Les processus de recrutement pour les chefs, je ne sais pas du tout comment c'est en France, mais ça passe vraiment par les voix des musiciennes et des musiciens également. Et on réalise que encore aujourd'hui, pour ces personnes qui travaillent activement dans les orchestres, la représentation d'un chef, c'est un homme de plus de 50 ans, blanc, un peu autoritaire, c'est possible. Voilà. Et donc, en fait, c'est vraiment compliqué d'arriver avec un modèle différent de celui-ci, puisque à l'intérieur même, ça ne prend pas. Enfin, ça prend pas. Non, on va être moins non, mais pessimiste. C'est vrai que les musiciens sont eux-mêmes un peu réticents. Oui, l'autorité, elle est incarnée de toute façon par une figure masculine. Il y a même des théories un peu fumeuses comme quoi les femmes ne pourraient pas biologiquement diriger parce qu'elles auraient les bras qui seraient mis un peu différemment ou prévus pour porter les enfants. Ça existe, il y a vraiment des gens qui disent que biologiquement les femmes ne peuvent pas diriger. On a trop d'empathie maternelle. Et souvent quand elles dirigent, elles s'habillent souvent... Ah oui, ça me questionne aussi. Oui. C'est un détail, peut-être, on s'en fiche. Ouais, mais c'est une façon de singer un peu le costume. Il y a beaucoup de chefs qui ont fait le choix d'un costume un peu neutre, un peu androgyne, parce que ça... Alors, il y a aussi, oui, je pense que pour beaucoup, c'est aussi la volonté de se fondre et de laisser parler la musique plutôt que le costume. Mais il y a beaucoup, je crois que c'est Laurence Equilbet qui disait que ça, qu'elle avait, qui est une chef très connue en France en tout cas, qui disait que elle se mettait en genre, je sais plus, c'est un smoking, un costume... parce que voilà, c'était comme ça, quoi. Et je sais qu'il y en a qui tentent d'autres choses. Il y a des chefs avec les cheveux comme ça, la mini-jupe et le rouge à lèvres rouge. Et en fait, ça interpelle toujours. C'est pas encore OK. Mais même l'orchestre est tellement plein de codes. Oui. Qui se lève, qui serre la main, qui donne le la, qui le redonne plus loin. Enfin, voilà. Quand les gens ne sont pas habitués à aller au concert de musique classique et qui m'accompagnent, ils sont là, waouh! On dirait une loge franc-maçonnique, en fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Et tous ces codes sont tellement anciens, et c'est beau, c'est l'histoire, c'est le patrimoine, mais c'est vrai que ça n'a pas beaucoup évolué, et c'est un peu muséal, comme j'ose le mot, il est un peu provocateur, mais c'est vrai que faire et comment faire comment faire évoluer la pensée pour que la musique classique ne devienne pas un musée? Déjà, tout le monde va vieillir. Donc, a priori, il y a une autre... une nouvelle génération qui arrive. A priori, il y a une nouvelle génération qui arrive. Et ce que tu disais, c'était que justement, elle était plus attachée à... Oui, à d'autres valeurs. Je sais plus quel chiffre tu m'avais cité, où il y avait un graphique où le... Il y a un graphique de quelles sont les qualités et les compétences qui sont importantes pour diriger une institution selon les générations, baby boomers jusqu'à Gen Z, et l'aura artistique et le grand charisme de la figure qui en impose a une importance très haute pour la génération de baby boomers et très basse pour les Gen Z. Et
ça s'inverse complètement. C'est-à-dire que toutes les valeurs de diversité, inclusion, égalité, parité, etc., a une importance. C'est les qualités qui ont l'importance la plus haute pour la Gen Z et la plus basse pour les baby boomers. Donc effectivement, avec la nouvelle génération, il y a des tendances qui s'inversent et c'est plutôt jouissif. Laetitia, comment tu fais pour donner envie aux étudiants de travailler des pièces de femmes? Et est-ce que tu sens aussi des résistances? De la part des élèves et étudiants, non, absolument pas. La nouvelle génération, eux, ils adhèrent complètement? Oui, mais justement, en fait, on peut leur proposer... Enfin, je veux dire, moi, je leur propose n'importe quelle pièce et ils vont pas se poser la question. C'est pas un problème, en fait, homme ou femme. Parce que, enfin, ça va être peut-être un problème d'un point de vue des enseignants. Enfin, un problème... Parce que justement, comme on l'a peut-être pas enseigné ça, il va falloir travailler et apprendre un nouveau langage, une nouvelle compositrice pour le coup. Mais de la part des étudiants, il n'y a vraiment pas. Enfin, moi, j'ai pas rencontré ça. Il n'y a aucun élève qui m'a dit non, je veux pas jouer ça, c'est écrit par une compositrice. Oui, après, oui, peut-être c'est pas si encore heureux. Oui, peut-être pas si frontal comme ça. Amélia, toi, tu sens que ça, quand il s'agit de jouer, de chanter de la musique de femmes, tu sens que ça coince, que les jeunes sont plus enthousiastes? Ah non, ça coince pas tant que c'est bien chanté. Non, mais je pense qu'il y a un engouement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un engouement pour apprendre. Mais je pense que c'est une question de communication et éducation. Et par exemple, si on fait un concert où il y a le nouveau répertoire, des gens, ils aiment bien l'histoire derrière. On était en train de parler tout à l'heure de toutes ces compositrices, mais ils avaient des vies de folie. Et en fait, de rendre compte de tout ce qu'ils ont vécu et après réécouter cette musique où... ouais, tu as un autre regard. Je sais pas comment dire, mais par exemple, on était en train de parler tout à l'heure de Mel Bonis qui avait que de la tragédie dans sa vie parce que... Ah oui, elle va vous expliquer. Ouais, mais je dis vite juste parce que c'est... Je sais pas si c'est fun, mais en gros, elle a eu une fille illégitime pendant qu'elle était mariée. Je sais pas comment son mari a jamais rendu compte qu'elle était enceinte pendant 9 mois et après sorti une bébé. Mais du coup, cette fille était cachée de sa vraie famille. Et après, pendant la Première Guerre mondiale, sa fille illégitime a tombé amoureuse avec son fils parce qu'ils étaient dans la guerre. Elle était soldat et elle était infirmière. Et était obligée de révéler son grand secret qu'en fait, vous êtes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas être ensemble. Et après, on écoute les œuvres de Mel Bonis d'hier soir avec cette profondeur et cette turbulence et ce côté questionnement. Et d'un coup, on dit, oh wow, c'était une personne, c'était pas une compositrice, c'était pas une femme, c'était un être humain qui avait une histoire, qui avait quelque chose à dire. Comme on connaît l'histoire de Beethoven qui était sourd, comme on connaît l'histoire de Wagner, bon, je ne veux pas raconter l'histoire de Wagner. Mauvais exemple. Non, j'ai fait ça exprès. Mais voilà, donc oui, c'est en fait, il faut qu'on dise que quand moi, en tant qu'interprète, pardon, pour finir, parce que je parle beaucoup, mais en tant qu'interprète, mon travail, c'est de pas juste interpréter la musique, mais amener mon public avec moi. Et mon job en tant que directrice de festival, c'est d'éduquer mon public et de les rentrer dans le bain et de rentrer dans l'histoire et de les faire vivre la musique avec toutes ces nouvelles œuvres qui vont devenir partie du répertoire normal, entre guillemets. Je peux rebondir. Je suis très sensible à cette notion de raconter l'histoire parce que finalement, la petite histoire, la moyenne histoire ou la grande histoire, c'est quand même raconter des histoires. Et l'histoire de la musique a été racontée par des hommes. Elle a été lue et interprétée par des hommes. Et voilà, c'est comme ça. Mais voilà, raconter l'histoire par un prisme féminin peut aussi... on peut pas refaire l'histoire, mais on peut la raconter peut-être sous un autre prisme. Il faut pitcher des séries Netflix. Ça sent je le sens bien. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'argent dans ça. L'histoire de Game of Thrones de la musique là, avec les. Il y a un mot qu'on entend beaucoup en ce moment et qui est un peu galvaudé, c'est le mot de sororité. Et je me demandais si dans toutes vos initiatives, tout ce que vous faites, est-ce que en fait cette sororité elle existe vraiment ou est-ce qu'on est encore dans une espèce de mentalité où en fait quand il s'agit des femmes, il n'y a pas de place pour tout le monde.
Est-ce que je crois que Amélia, tu avais des choses à dire là-dessus? Oui, mais je ne veux pas trop parler. Hein. Je suis désolée. Hein. Si quelqu'un d'autre en est d'abord. On a le temps, hein, vous pouvez. On a le temps. En fait, c'était intéressant parce qu'on a parlé de ça avant, et c'est vrai que parfois je rencontre des femmes qui font des initiatives aussi autour des compositrices, et je sens que je rentre dans leur territoire. Et en fait, ce que je veux changer et montrer, c'est qu'il n'y a pas de territoire parce qu'on a tous déjà des compétences très différentes. Et en fait, on peut que élargir l'espace pour plusieurs initiatives. Je ne sais pas, qu'est-ce que je suis en train de dire, que c'est grâce à le fait qu'on soit nombreux qu'on va changer les choses et chacun amène leurs compétences. Et c'était très beau. Récemment, j'ai parlé avec la Boulanger Initiative, qui est à peu près le même type de groupe que nous ici. Et eux, ils ont vachement changé, ils ont travaillé avec beaucoup des orchestres et ils arrivent à changer le répertoire d'audition pour rentrer dans ces orchestres. C'est pour ça que j'ai eu l'idée que ça peut être une manière que nous aussi, on peut changer le paysage musical en Suisse. Et ils avaient dit, bah, ça c'est notre compétence, on va vous aider à faire ça parce que vous ne savez pas comment faire et vice-versa. On a plein de choses qu'on peut donner à eux et on ne peut jamais marcher sur les pieds de l'un l'autre. C'est des hommes, des patriarches qui veulent que nous, on pense qu'il n'y a pas assez d'espace pour nous. Mais on a notre espace. Voilà. Eva, donc, tu en penses quoi? Moi, je réfléchissais à ta question, à ce terme de sororité, et je me disais que on était encore loin. Ma sensation, pour avoir discuté aussi avec la sociologue qui a mené l'enquête sur un état des lieux de la musique classique, etc. Le retour de terrain, c'est plutôt tout va bien. Non, mais en fait, il n'y a pas de sexisme. Non, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est vraiment dans le temps long, dans un dialogue qui s'installe, que tout d'un coup, on réalise que peut-être quand même tout n'est pas si facile, tout n'est pas si aussi chouette que... Enfin, là, je dérape un petit peu sur la notion de sexisme, mais on est quand même dans ce sujet-là, qu'on le veuille ou non. Et en fait, oui, il y a du sexisme, oui. Je ne crois pas qu'il y a énormément de sororité. Mais le sociologue a dit que tu vas bien, que... Non, pas du tout. Pardon, je me suis mal exprimée. Non, que de la part des musiciennes, le premier réflexe quand on les interroge, c'est de dire « ça va très très bien ». Tout va bien. Oui, de dire oui, ça existe, mais moi... Mais ça ne nous concerne pas. Mais c'est exactement ce qui s'est passé quand moi j'ai mené l'enquête pour mon podcast, où j'ai interrogé plein de musiciennes et de chefs d'orchestre. Et vraiment, au début, je leur disais, est-ce que vous avez déjà été victime de discrimination? Je disais, non, moi vraiment... Elle disait toujours, moi j'ai eu beaucoup de chance. Ça m'est jamais arrivé, ou alors j'ai jamais laissé l'occasion. Et en fait, effectivement, dès qu'on creuse... Et dès qu'on commence à parler, en fait, elles ont toutes quelque chose à dire. Mais effectivement, en apparence, il y a toujours cette idée que... Ou c'est l'acceptation de petits trucs qui semblent pas graves. Et puis, en fait, c'est vraiment, encore une fois, dans l'échange, je me dis, mais t'es sûr que c'est pas grave? En fait, c'est encore une fois, c'est la représentation de qu'est-ce qui est OK et de qu'est-ce qui n'est plus OK. Et c'est en train de changer. Et aussi la question de qui est en pouvoir. Ça revient toujours les mêmes questions. Mais si ton RH, c'est que des hommes et la tête de l'orchestre, c'est un homme. C'est clair que toutes les strates, enfin l'administration, les conseils de fondation, la direction artistique, la direction générale, enfin le changement doit s'opérer à tous les étages. Oui, ça c'est la même chose. En réalité, c'est les mêmes mécanismes un peu de boys club où on se coopte que dans n'importe quelle industrie. Moi, j'ai souvent l'impression qu'en fait, je suis journaliste et j'ai l'impression que tous les 6 mois, on sort un article sur le sexisme dans le théâtre, le sexisme, le MeToo dans la musique. Et en fait, c'est à chaque fois les mêmes mécanismes. Il se passe dans la musique ce qui se passe ailleurs. C'est peut-être plus compliqué. C'est plus compliqué de faire bouger ça que dans le théâtre. On en parlait tout à l'heure. On n'arrête pas de dire on en parlait tout à l'heure, en fait, comme si on avait fait la discussion déjà. Mais on parlait de ça, du fait que dans le théâtre, par exemple, il y avait beaucoup de réinterprétation, qu'on s'amusait beaucoup avec le texte, qu'on le tordait dans tous les sens, et que la musique, c'était plus compliqué, comme s'il y avait quelque chose qu'on pouvait pas tout à fait toucher, quoi. C'est juste. Oui, c'est vrai, on parlait de ce métier d'interprète qui est quand même assez particulier, et que les textes de théâtre
je sais pas, le milieu s'en est emparé avec beaucoup plus d'audace, de liberté. On pétrit et revisitait tous ces textes en imaginant des formats en tout genre. Et puis on a un rapport à la musique. En tout cas, moi j'étais musicienne avant, dans ma première vie. C'est vrai que le texte, c'est un peu sacro-saint, quoi. On est ultra spécialiste du phrasé de Beethoven, du phrasé de Mozart, du phrasé de le tri, de la musique baroque, du machin, du truc. Et on n'y touche plus, en fait. On devient vraiment... Et donc c'est compliqué de créer des espaces. Tu parlais de créer des espaces. Moi j'aime aussi beaucoup cette idée. Mais comment repenser ce patrimoine aujourd'hui ? C'est une vaste question. Et je rebondis aussi sur autre chose. Là, c'est vraiment mon expérience personnelle de conseillère culturelle, mais qui est en lien direct avec certaines directions. C'est des sujets évidemment qu'on aborde dans le cadre de conventions de subventionnement, etc. Le service public est très actif sur ces questions. Et quand je propose ou suggère certaines directions de favoriser l'invitation de femmes chefs, il y a un principe de prudence. Mais en fait, on aurait quand même un peu peur de donner le message qu'on l'a invitée parce que c'est une femme et pas parce qu'elle est bonne. Et en fait, il y a tellement d'hommes qui ont été engagés pour des mauvaises raisons et ça a jamais dérangé personne. Parce qu'il y a, je sais pas, une opportunité, un réseau, un renvoi d'ascenseur, c'est le cousin de je sais pas qui a un festival je sais pas où, etc. Et ça, on a pratiqué pendant des décennies sans l'ombre d'un souci. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cette posture de méfiance. Genre, ah non, mais vraiment, si elle doit être meilleure pour qu'on n'ait pas, qu'on n'envoie pas cette image de on l'a engagée parce que c'est une femme. C'est intéressant parce qu'on a, pour rebondir sur ça, du coup, pendant le festival l'année prochaine, on va faire un opéra et du coup, on a besoin d'un chef d'orchestre et on engage une femme. Et elle a dit, c'est drôle, en fait, chaque fois que c'est un projet un peu hors de norme, parce qu'on va faire un opéra d'une compositrice, évidemment, qui n'a pas beaucoup joué. Et elle a dit, dès que c'est un projet un peu comme ça, tout de suite, on pense à une chef compositrice. Mais dès que c'est Mahler ou une grande œuvre qui est attendue depuis très longtemps, ils vont aller tout de suite demander à mon confrère au lieu d'une co-sœur. Donc, c'était intéressant ce remarque d'elle. Mais je crois que oui, les femmes chefs d'orchestre sont souvent appelées pour des opéras pour enfants, par exemple, ou la jeunesse. Le programme famille, ouais, souvent. Pas qu'il y ait un problème avec ça, mais pour avoir les deux, en fait. Mais de toute façon, il y a encore vraiment cette idée qu'il y a une musique féminine et une musique masculine, que Malheur, c'est pas pour les femmes, enfin que c'est trop dur, c'est trop violent. Et je crois que pareil, il y a aussi cette idée-là dans l'écriture, que les femmes, on va écrire Même dans les instruments, l'étude révèle aussi que les sections cuivre, c'est 93% d'hommes. Mais hier soir, si vous avez, je ne sais pas qui était dans la salle hier soir, mais Cécile Chaminade a montré que c'était pas le cas. C'était que du cuivre à la fin. Mais aussi l'œuvre qu'on va faire de Ethel Smith, elle était un des meilleurs amis de Mahler. Et il a adoré ses œuvres et il a même dirigé cet opéra à Vienne juste avant qu'il a fini son mandat. Et elle est comparée tout le temps à Wagner et à Mahler. Du coup, pourquoi elle n'est pas jouée et sa musique est autant puissante? Et c'est ça, c'est que maintenant on est quand même obligé de dire telle compositrice est bien parce que Malheur l'a adoubée. C'est vrai. Non, mais c'est écrit sur Wikipédia chaque fois que Berlioz a dit que Cécile Chaminade c'était son petit Mozart. Et on dit oh wow. Mais ça m'amène à une autre idée aussi que pour la communication, pour aider des compositrices à trouver leur place, et ça c'est une idée de la Boulanger Initiative aussi, c'est de dire, au lieu de dire Mahler a dit qu'elle était bien, dire si tu aimes Mahler, peut-être tu vas aimer Ethel Smith. Et ça peut aider aussi à des gens de dire ok, je sais. Donc ça c'était, je trouvais intelligente comme communication. Et je rebondis sur, pardon, je t'ai coupé. Je rebondis sur ce que tu disais, Vanouk, tout à l'heure, sur on a bien plein de fois embauché des hommes qui n'étaient pas terribles, et puis voilà. Est-ce que ça suppose pour toi, en fait, d'avoir une politique volontariste au point d'assumer, de dire, ouais, en fait, on a choisi d'embaucher une femme parce que c'est une femme, et parce que, en fait, il faut bien que quelque part, à un moment,
Alors d'abord, peut-être juste pour recadrer, moi je suis vraiment à un échelon dans l'administration publique où je me situe entre le politique et le terrain, et donc c'est pas vraiment moi qui pose les lignes de la politique. Je les porte auprès du terrain et je relaie les enjeux du terrain aux politiques. Donc j'ai un pouvoir assez limité quand même là-dedans. Alors qu'est-ce que tu penses toi, mais par contre, titre personnel? Avec ma casquette de programmatrice, oui, ouais. Bien sûr, je vais favoriser l'invitation ou l'engagement de femmes. À titre personnel, non. Alors bon, on a quand même des outils de subventionnement. Je parlais des conventions, et c'est vrai que c'est des choses qui se discutent avec les structures qui sont au bénéfice de conventions, de subventionnement. Alors c'est pas des quotas, mais il y a des objectifs. Clairement, sur une période quinquennale, il faut qu'il y ait une représentation de femmes compositrices, de femmes chefs, que les conseils de fondation soient paritaires. Nous, on doit aussi, on doit aussi à l'interne, dans nos propres services, se questionner. Alors je crois que là, on est plutôt pas mal, mais nos commissions de préavis, les commissaires, voilà, c'est des questions qui se posent. J'ai l'impression que depuis quelques années, de façon aussi intense, je dirais. Ouais, on monitore aussi depuis très peu de temps le nombre de dossiers qu'on reçoit qui sont portés par des hommes, le nombre de dossiers qu'on reçoit par des femmes. Voilà. Ouais, il y a encore ça, c'est compliqué à. Alors c'est une idée qui n'est pas partagée par toutes. Alors je parle des femmes chefs là, mais toutes les musiciennes et par ailleurs toutes les féministes et tout, c'est toujours la même question des quotas. Mais il y a parfois. Enfin, moi, j'assume très clairement de dire, en fait, à un moment, il faut rétablir pour rétablir l'inégalité, il faut forcer la main. Et donc, peut-être, ça veut dire à un moment, oui, on va embaucher une femme qui est pas si douée. Et ben, tant pis, on l'embauche et comme ça, on essaye de rattraper. Mais c'est une idée vertueux aussi. Pardon ? On crée un cercle vertueux. Ouais, exactement. Mais c'est une idée qui est difficile à faire passer, quoi. Que c'est vraiment. Enfin, c'est toujours tout le débat sur les quotas, mais c'est vraiment une idée qui est compliquée, je trouve. Oui, si tu dis embaucher une femme qui n'est pas compétente, tout de suite, il y a la mise en lumière dessus. On a invité cette chef parce que c'est une chef. Et si, pour le coup, elle n'est pas compétente, elle va desservir toute la mécanique qui a été mise en place avant. Donc c'est pour ça, quand tu disais on en parlait aussi, de devoir être obligé de faire 2 fois plus d'efforts pour être impeccable. Et en tant que femme chef, peut-être avoir un costume, justement, très neutre, pour pas être remarquée pour son costume, mais uniquement pour les compétences. Mais ça, fatalement, il faut faire 2 fois plus d'efforts pour être reconnu comme ça, je crois. Mais globalement, moi, je dirais qu'à Genève, et là, vraiment, je peux pas parler d'un autre, d'un périmètre élargi, les directions des institutions sont vraiment en train de prendre conscience de ces enjeux et développent des dispositifs qui sont vraiment qui permettent à des jeunes femmes chefs qui sortent de la HEM d'accéder à la direction d'un concert. Il y a des concours, il y a des chefs assistantes. Enfin voilà, il y a plusieurs mesures qui sont en train d'émerger et c'est en marche. Alors justement, ça m'emmène à ma prochaine question. Comment on fait pour que, et je vais vous poser la question à vous trois, comment on fait pour que ces progrès, que ces évolutions que vous décrivez, vous dites Women Composer qui ne programme que des compositrices, effectivement, je crois qu'on tombe à 3%. Et une musicienne à Ouessant aussi. Donc, effectivement, là, il y a aussi un chiffre de façade, comme tu dis. Après, il y a énormément, j'ai l'impression, de programmateurs qui, maintenant, ont conscience de ça et qui mettent au moins une œuvre de compositrice, placée idéalement au milieu du programme. Comme ça, les gens ne partent pas au milieu du concert. Donc, comment on fait pour que ce soit pérenne, en fait ? C'est ça ma question. Mais moi, je crois à fond à la jeunesse, à la nouvelle génération. Je vois, là, j'ai un collègue dans la salle qui est plus jeune que moi, je vois déjà à quel point, dans le langage, il y a des mécanismes qui sont pris, le langage épicène, de 10 ans en 10 ans, les codes changent, évoluent.
Moi, j'ai des ados à la maison. Enfin, je sais pas, ils vivent pas dans le même monde, ils ont pas grandi dans le même environnement que moi. Et je pense que les perceptions évoluent. Pour toi, ça va se faire organiquement, en fait. Alors, la façade, moi, je pense qu'on n'a pas le choix de la poser comme peut-être quelque chose d'un peu insatisfaisant parce que c'est pas très organique et parce que c'est, voilà, les quotas, c'est compliqué. Il y a rien de complètement satisfaisant, encore une fois, mais ça implémente de façon durable, je crois, j'espère, ces changements. Et moi, je mise vraiment beaucoup sur les suivants et les suivantes. Non, mais oui, la jeunesse, je suis absolument d'accord. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment plein des initiatives différentes qui va faire ça de petit à petit. Ça va rentrer dans une longévité où on se sent qu'on n'a plus besoin de poser ces questions. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de la visibilité des compositrices, les actions culturelles, la communication, comment on communique, toutes les différentes études qu'on est en train de faire. Du coup, même, parce qu'au début, je suis partie sur un festival et j'ai dit, c'est pas assez, c'est éphémère. Du coup, comment créer pour toute l'année, pour tout le monde, pour les jeunes, pour les gens qui aiment la musique classique, comment on inspire même des gens de oser à un jour éteindre une direction d'une grande maison. Donc, comment on peut même montrer ce chemin, que ça c'est même possible. Donc, c'est dommage, il n'y a pas une réponse. Je pense que c'est vraiment une boîte à outils et plein d'initiatives comme nous, toi, qui fait ça, que petit à petit, on dans va y lesquelles arriver. on peut piocher Ouais, et aller... c'est ça. S'il y avait une réponse facile, je pense que le problème serait déjà résolu. Moi, je la rejoins assez sur cette notion de boîte à outils et de multiples chemins et manières de... Oui. Et même notre collègue Marine, hier soir, c'était grâce à elle l'initiative à la base pour le concert de l'OSR. Et c'est des gens comme elle qui étaient curieuses, qui à la base n'avaient rien à voir dans la musique classique. Et c'est toutes ces grassroots initiatives aussi et il faut que même vigilance qu'on doit avoir dans n'importe quel aspect. On voit en ce moment ce qui se passe aux États-Unis et pas pour divers. Je veux pas parler de ça, mais juste que le moment qu'on dit que c'est bon, il y a un problème. Donc, non, c'est mon pessimisme américain. Mais donc, c'est juste que je pense qu'il y aura toujours une place pour des initiatives comme Ask Clara, comme ton série de concerts, etc. Donc, voilà. Moi, je suis peut-être un tout petit peu plus optimiste. C'est bien. Non, mais par rapport à ta question précise de quand... moi, j'ai eu peut-être un début d'espoir, en tout cas, en consultant la programmation d'un festival dans le sud de la France, en regardant la plaquette et en me disant « Waouh, il y a autant de chefs hommes que de chefs femmes. Il y a des compositrices, des compositeurs. Au niveau de la mise en scène, il y a des femmes qui font la mise en scène. Au niveau de la chorégraphie aussi. » Comment s'appelle ce festival ? Le festival d'Aix-en-Provence, là où j'ai fait une partie de mes études. Et je pense, ou alors peut-être que je me trompe, mais vraiment en consultant la plaquette, j'ai eu, ils n'ont pas fait une communication là-dessus, mais c'était comme ça. Alors j'ai pas compté précisément, mais voilà, je sais qu'ils ont des programmes de, alors pas mentorat, mais womentorat ou des choses comme ça aussi. Ils ont été engagés dans les ateliers, mais dans la grosse programmation officielle, je trouvais ça assez équilibré. Ouais, ils ont fait, ça s'est fait sans qu'ils aient à dire on a programmé. Ils n'ont pas demandé de médaille. Ils n'ont pas demandé de médaille. Ouais.
Mais toi, tu as l'air d'être de faire le constat d'une certaine organicité, en fait. Quand tu dis les élèves, il n'y a plus cette question de genre, finalement, est-ce que je joue une pièce composée par une femme ou par un homme? Donc il y a quelque chose déjà de... Enfin, tu constates quelque chose d'installé, d'ancré. Du point de vue de la jeunesse, peut-être oui. Par contre, du point de vue de mes collègues, par exemple, profs, soit c'est pas une question auquel ils se sont posés. Donc là, c'est vraiment la question n'existe pas encore, le fait de, par exemple, les compositrices. Et puis même du côté de certains collègues qui vont jouer de la musique de compositrices, en faire jouer aux élèves, c'est encore l'étape d'après. Donc moi, je vois un peu ça par étapes. C'est-à-dire qu'on découvre ça, peut-être le déclic de on n'en a pas joué. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on peut rester à l'étape du déclic et ne rien faire. Donc oui, je vais être optimiste, mais il faut quand même, comme tu disais, faire des efforts. Effectivement, ça ne va pas se faire tout seul, ça peut se faire par nos initiatives. Mais après, c'est aussi à chacun de s'en emparer, je crois. Alors, on arrive à la fin de cette discussion. Moi, j'ai une dernière question pour toutes les trois. Imaginez que vous êtes à un dîner et que vous faites face à un homme au hasard blanc de plus de 50 ans qui jure que par Mozart et que vous trouvez assez peu curieux du travail des musiciennes. Et vous avez une référence pour le convaincre de s'y intéresser. Ça peut être une œuvre, un morceau, une fiche Wikipédia. Vers quoi vous l'envoyez? Il faut que ce soit facile, quoi. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Qui veut commencer? Genre, en œuvre. Hein. T'as une autre question de fin? Non, c'est ma question. Mais moi, je sais pas, moi j'ai l'impression souvent confronté à ça, quoi. On dit, ah ouais, il y a des super compositrices et machin. Oui, mais du coup, le mec sort Spotify, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je fais, quoi? Peut-être justement de lui faire une écoute à l'aveugle. Ça, c'est quelque chose que Claire Baudin fait souvent dans ses conférences, de faire une sorte de blind test, ou de passer des œuvres pour orchestre, avec des cuivres, par exemple, toutes ces choses-là, et de dire, à votre avis, c'est composé par un homme ou par une femme, et surtout, est-ce que ça vous plaît ou pas? Et en général, impossible de différencier. Enfin, c'est pas en général, c'est impossible de différencier. Donc là, oui, on va apprécier une œuvre pour ce qu'elle est, enfin, le rendu sonore, et pas pour qui l'a composée. Le problème que tu poses, c'est quoi? C'est qu'il manque de curiosité. Parce qu'en soi, un homme blanc qui aime Mozart, ça peut exister. C'est pas un problème. Ma question, c'est comment... Il est pas curieux de... Non, mais c'est que là, on est que entre gens qui sont curieux, qui ont envie de découvrir des choses. Mais la réalité, c'est que déjà, la musique classique, ça concerne une petite partie de la population. Et en plus, enfin, moi, 1000 fois, je me retrouve avec des gens qui adorent la musique classique et qui disent oui, j'adore Mozart. Je me demande, en fait, vers quoi qu'est-ce qu'on peut leur faire découvrir qui soit accessible pour eux et qui leur fasse changer d'avis et aller un peu se plonger dans autre chose. C'est pour ça que j'aime bien raconter des histoires. Par exemple, je pense à une personne en particulier qui est sur la découverte, qui est un personnage très important dans la musique classique, qui est à la découverte des compositrices en ce moment. Et il lisait, chaque fois que je l'ai vu, il était en train de lire des livres sur des compositrices. Et je sais que j'avais dit ça tout à l'heure, mais de vraiment avoir accès à leur histoire riche. Du coup, peut-être j'aurais donné le livre d'Aliette de Lalleux, si Mozart était une femme. Ou un autre livre comme ça. Je sais pas si, pardon, je me permets de... Aliette de Lalleux, elle s'appelle. Aliette de Lalleux. Oui, c'est ce que tu as dit, mais je sais pas si du coup on a bien... Pardon, mon accent, oui. Si Mozart était une femme, ouais. Peut-être c'est mieux si les gens comprennent qu'un seul de mots sur ce que je dis. C'est une journaliste de France Culture qui est journaliste musique et qui est spécialisée qui a beaucoup travaillé sur le genre et la musique et voilà, qui est très intéressante à lire. Mais j'ai plusieurs hommes qui j'ai pensé seraient résistants, qui avaient lu ce livre et ça leur donnait vraiment l'engouement par la suite. Donc je pensais ça aussi de rentrer dans l'histoire. Moi, comme figure ultra inspirante et enthousiasmante en ce moment, il y a cette jeune chef, Glass Marcano. Ah oui. Je crois que je les enverrai vers Glass Marcano. Pour une petite séance de décoiffage. Glass Marcano, c'est une chef d'orchestre vénézuélienne, j'allais dire, j'avais un doute, qui est assez incroyable, qui est toute jeune, qui a 23 ans, et qui dirige avec une espèce d'énergie complètement folle. Elle est
déjà, elle a l'air d'une jeune, ce qui est déjà rare. Elle a vraiment l'air d'une jeune, quoi. Et elle, voilà, avec une énergie folle, un truc complètement. Il y a une incarnation, une joie, une envie de transmettre, c'est complètement. Ouais, il y a plein de vidéos d'elle que vous pouvez aller voir. Je sais plus si elle avait participé à la Maestra, mais en tout cas, ouais. Et en tout cas, il y a plein de vidéos d'elle sur YouTube. Elle est assez impressionnante. Juste la regarder diriger, c'est c'est une bonne ref, Klaas Marken. Ouais. Merci. En fait, il faut l'inviter au concert, ton monsieur qui aime Mozart. Et du coup, il faut payer pour qu'il apprenne. Et oui, je comprends l'idée. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci, et merci d'avoir participé à cette table ronde. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a intéressé. Et merci beaucoup.